Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une très bonne semaine. Écoutez, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les crypto-monnaies, mais même sur l'actualité économique. Donc on va en parler aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire le point hebdomadaire. On va parler du Bitcoin, de VeChain. Il y a pas mal de choses à dire aussi sur VeChain, de XRP, mais également des actualités crypto plus générales, également économiques bien évidemment, puisque aujourd'hui, on le voit. Je n'ai pas le mot pour décrire en fait le capharnaüm, le maelstrom économique, politique dans lequel on est en France quand on voit un peu les nouvelles qui s'enchaînent à ce niveau-là. Donc c'est quand même, je pense que si on voulait le faire exprès, on n'y arriverait pas. Pourtant on y arrive. Donc ouais, il y a de quoi se poser des questions quand même à ce qui se passe au sommet de l'État, hein, clairement, parce que on voit que si nous en entreprise on s'amusait à faire ce genre de choses, mais du jour au lendemain, on serait tous dehors, quoi. Voilà, donc poser des questions quand même à ce niveau-là. Bon. Bref, donc c'est parti, hein, les amis. On va commencer par le Bitcoin, VeChain, XRP, actualité crypto et économique. Enfin, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Bon, donc c'est parti. Hop. Avec en premier lieu donc le rapport de Farsight Investor, hein, comme d'habitude, sur les ETF Bitcoin Spot et les capitaux entrants sur ces ETF institutionnels, hein, bien évidemment. Et regardez, on a encore battu un nouveau record puisque nous sommes désormais à 35,5 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot, hein. C'est un nouveau record absolu puisque, souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions encore à 33 milliards de dollars. Donc ça veut dire que cette semaine, on a encore pris 2 milliards de dollars injecter de flux positifs, hein, sur les ETF Bitcoin et Spot. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous sommes bien en bull run, mais non plus un bull run comme les derniers cycles étaient focalisés sur les particuliers, mais là on est vraiment sur un bull run institutionnel, puisque ce sont les entreprises et les institutionnels qui sont en train de FOMO là, en masse sur le Bitcoin. Et quand je dis ça, vous allez voir après, j'ai d'autres nouvelles, hein, qui viennent étayer ces propos et ces chiffres. C'est vraiment, ça devient même impressionnant, hein, pour vous dire, puisqu'on ne parle plus de milliards, mais presque de trillions de dollars qui vont être bientôt injectés sur les marchés des crypto-monnaies. Donc là, j'ai un autre, pareil, hein, le tableau, cette fois pour les flux entrants, sortants sur les ETF, Ethereum, Spot, comme vous pouvez le voir de Farsight, de Investor. Regardez, là aussi, souvenez-vous, pendant des longs mois, on a été vraiment en négatif, c'est-à-dire qu'il y avait plus de capitaux sortants qu'entrants sur ce marché-là. Et là, regardez, nous sommes à 2,2 milliards en fait, de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot, qui est une énormité, puisque souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions encore à 1,1 milliard de dollars. Donc tout s'accélère, c'est-à-dire que là, la machine s'accélère et on est vraiment dans les signaux du FOMO, hein. C'est-à-dire que les entreprises, les institutionnels commencent à avoir peur en fait de rater le train. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans l'émotion presque. Et on le sent, c'est palpable. Donc c'est parti, hein. Maintenant je vais commencer à vous montrer quelques petits articles sympas pour la route. Je vais commencer par un petit article vraiment pour l'introduction, allez, pour s'échauffer un petit peu sur le Bitcoin, un article de journalducoin.com. Cette étude vient de trouver l'origine du mensonge originel sur le gâchis énergétique Bitcoin. Donc souvenez-vous que pendant des années, voire même presque une dizaine d'années, les médias, les soi-disant chercheurs scientifiques disaient tous que le Bitcoin, c'était vraiment un gâchis énergétique, c'était le pire grand méchant de l'histoire au niveau énergétique, puisqu'il mangeait à lui tout seul la consommation énergétique de plusieurs États. Et bien en fait, il faut se rendre compte que c'est faux apparemment. Voilà, la nouvelle tombe. Donc comme par hasard, au moment, hein, c'est ça qui est fou, c'est que quand les institutionnels, les gouvernements sont contre quelque chose, on voit bien que finalement les médias suivent un petit peu le mouvement, hein, des avis gouvernementaux. Et bizarrement, maintenant que le Bitcoin devient très très attractif, hein, pour les gouvernements, et je vais vous montrer pourquoi après, et surtout pour les entreprises, les institutionnels, et surtout de la finance, hein, pas n'importe quels institutionnels, c'est-à-dire ceux qui dirigent réellement le monde, hein, faut pas se tromper, ceux qui ont le pouvoir et l'argent, et donc le pouvoir. Eh bien, comme par hasard, voilà, maintenant, aujourd'hui, le Bitcoin, visiblement, n'est plus un gâchis énergétique. On rigole. Et en fait, pire que ça, c'est-à-dire que tout ce,
rumeurs, on va dire, et toutes ces études scientifiques soi-disant sur le gâchis énergétique du Bitcoin viendraient d'un seul commentaire fait à l'origine en années 2010, quoi. Voilà, ça partait de là. Pour vous dire à quel point on peut être influencé, manipulé par les médias qui en fait ne vérifient pas réellement derrière les informations. Et je me permets de faire une petite aparté en disant que ça, aujourd'hui, on le constate de plus en plus en 2024, c'est valable pour à peu près tous les sujets. Et là, on est en train de se rendre compte que même les Covid, et même les vaccins, hein, désolé pour, là, si je mets une petite couche, hop, euh, pseudo-politique au milieu, mais enfin, ça révèle quand même vraiment quelque chose de profond sur l'actualité au niveau médiatique et de la capacité des gens à réfléchir par eux-mêmes, en fait. D'où l'explosion des journalistes citoyens, hein, clairement, qu'on voit de plus en plus émerger sur la toile. Voilà, petit aparté, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de montrer ça pour troller un petit peu tous les gens et tous les pseudo-scientifiques qui ont balancé que le Bitcoin, c'était vraiment la pire chose pour la planète qui avait jamais existé, quoi. Bon. Allez, je continue. Vous rassurez-vous, là, j'ai repassé sur vraiment l'aspect économique, hein, clairement. Hop, petit article vraiment sympa, hein, de cryptost.fr. Donc là, on a le géant BlackRock recommande de détenir jusqu'à 2% de Bitcoin dans son portefeuille, hein. Donc bien loin les années où BlackRock disait que le Bitcoin, c'est pour les criminels, hein, bien évidemment. Donc le prix du Bitcoin atteint des sommets historiques, et donc avec la victoire de Donald Trump, voilà, blablabla. En tout cas, vous avez compris l'histoire, on a 2% du Bitcoin dans son portefeuille, ce serait une bonne chose. Et pourquoi je vous dis que ça, c'est quand même assez exceptionnel, c'est parce que là, je vais vous montrer un petit tweet, hop, de thomaseyapolo.com, qui s'est amusé à faire un petit calcul, hein, rapide, c'est-à-dire que le monde possède 900 trillions de dollars, c'est-à-dire 900 000 milliards de dollars d'actifs. Donc d'actifs tout confondu, c'est-à-dire il y a l'immobilier, il y a l'argent cash, il y a les obligations, enfin, il y a l'or, l'art, etc. Et donc tout ça, si on prend seulement 2% en fait de tout cet aspect-là de 900 trillions de dollars du marché, ça propulserait en fait le Bitcoin à un market cap de 18 trillions de dollars. Donc, qui passerait devant l'or, hein. Je rappelle que beaucoup d'analyse d'économistes en crypto explique qu'un jour le Bitcoin dépassera la capitalisation boursière de l'or, hein, tôt ou tard, et donc c'est tout à fait possible. Et donc ça représenterait donc un Bitcoin à 900 000 dollars par token, par jeton. Voilà un peu ce que recommande BlackRock en fait. Et comme BlackRock, hein, je répète, j'ai le premier gestionnaire d'actifs au monde, hein, ou un des premiers, qui a le pouvoir, qu'en général, quand BlackRock demande quelque chose, ou dit quelque chose, ou conseille quelque chose, généralement, c'est ce qui se passe derrière, hein. On l'a vu sur plusieurs sujets à travers le temps. Voilà. Je rappelle aussi, hein, que je ne suis pas un conseiller financier, hein, bien évidemment. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif. Je lance l'information, après vous en faites ce que vous voulez, parce que personnellement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas l'avenir, hein, je vous rappelle. Donc c'est mon humble avis que je vous partage aussi mon opinion. Voilà. Bon, mais en tout cas, regardez, force est de constater que là, les planètes, enfin, bon, s'alignent quand même pas mal, hein, faut le dire. Donc je continue, hein, les amis. Là, j'ai un autre article à vous passer. Donc là, moins sympa pour le Bitcoin, mais bon, peu importe, hein, on s'en fout pour on en est. Coin Academy, Microsoft rejette la proposition d'investissement en Bitcoin de Michael Saylor. En effet, les actionnaires, en fait, donc je rappelle, hein, Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, donc l'entreprise qui rappelle en masse, enfin qui rachète en masse du Bitcoin au fur et à mesure des années, eh bien, possède 2% du total de Bitcoin existant, eh bien, a fait un petit speech de 3 minutes aux actionnaires de Microsoft, hein, du moins au cadre administratif, hein, pour leur expliquer pourquoi il fallait acheter du Bitcoin. Et visiblement, les actionnaires ont voté non parce qu'ils avaient peur de la volatilité du Bitcoin. Donc on voit bien que les actionnaires de Microsoft ne savent pas en fait comment fonctionne le Bitcoin, puisque s'ils savaient que c'était une histoire de cycle, ou s'ils avaient compris comme BlackRock qu'il fallait avoir maintenant du Bitcoin dans son portefeuille, la proposition aurait été validée.
Donc on voit qu'aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, c'est que maintenant la différence entre les personnes qui n'aiment pas le Bitcoin ou qui sont sceptiques envers le Bitcoin et la différence avec les personnes qui aiment le Bitcoin, entre guillemets, hein, ou qui veulent acheter du Bitcoin, qui en achètent ou sont pro-crypto, c'est les personnes qui, d'un côté, ne comprennent pas ce qu'est le Bitcoin, ni comment il fonctionne. De l'autre côté, c'est les personnes qui ont compris, après des heures d'études, comment fonctionnait le Bitcoin et quels étaient quelque part ses avantages et inconvénients. Parce qu'il y a aussi des inconvénients, bien sûr, dans le Bitcoin. Il n'est pas parfait encore comme pour le juger, pour le qualifier de monnaie universelle, quoi, entre guillemets. Bon, voilà. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ce que je constate, enfin personnellement, mon humble avis, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les personnes qui n'aiment pas le Bitcoin, c'est les personnes qui ne le connaissent pas, en fait, quelque part, qui ne l'ont pas étudié et qui sont encore sur les clichés, justement, des propos médiatiques, médialeux, hein, qui disaient que le Bitcoin, c'est pour les criminels, c'est énergivore, tout le tralala qui va avec. Sauf que tout ça, visiblement, de plus en plus, on voit que c'est faux, hein. Voilà. Donc, pas de panique hein, pour ça, bien évidemment. C'est juste que Microsoft, quand ils voudront racheter effectivement du Bitcoin, eh bien, ce sera un Bitcoin qui sera à 500 000, voire 1 million de dollars. Donc, tant pis pour eux, bien, bien heureux pour nous. Je vous montre aussi cette courbe pour vous montrer, enfin, pour étayer un peu ce que je vous dis actuellement sur la différence entre les gens qui achètent du Bitcoin, qui connaissent le Bitcoin, et les gens qui n'achètent pas du Bitcoin et qui sont sceptiques envers le Bitcoin. C'est ce tweet, vous voyez, par exemple, de Sensei, qui montre tout simplement la vitesse d'adoption d'Internet comparée à celle du Bitcoin. Donc quand je vous disais qu'aujourd'hui, on a vraiment des similitudes quand même au niveau des révolutions technologiques, crypto, Bitcoin, par rapport aux anciennes technologies qu'on a déjà vues, qu'on a déjà connues, eh bien, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que regardez un peu la courbe d'évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin, en fait, va plus vite en termes d'adoption qu'Internet, vous voyez, dans les années 2000. Comme vous voyez ici, nous sommes donc là, on a les derniers chiffres de 2023, hein, forcément. Et regardez, on a une adoption qui est quand même plus rapide en termes de nombre d'utilisateurs, hein. Je rappelle qu'on est à peu près à 400 millions de personnes qui utilisent, ou du moins qui ont touché à la crypto au moins une fois, donc en 2023. Comparé à peut-être 300 millions d'utilisateurs en 99, hein, 99, donc dans les années 2000, avant, vous notez bien, avant la bulle d'Internet des années 2000. Voilà, moi je dis ça comme ça, mais peu importe, c'est-à-dire que là on voit que l'adoption n'a fait que croître derrière pour Internet, donc elle ne devrait faire que croître également pour le Bitcoin, parce que maintenant en plus des cycles où on a, comme je vous disais, les investisseurs qui mettaient leurs billes sur le Bitcoin dans les précédents cycles, maintenant on est rejoint, entre guillemets, par les institutionnels et bientôt ce sera les gouvernements. Et pourquoi je vous dis bientôt ce sera les gouvernements? Parce que je vais vous montrer maintenant l'article de fou quand même, de Forbes, hein, quand même de Forbes. Trump donc confirme une réserve stratégique de Bitcoin avec donc un plan à 15 trillions, donc 15 000 milliards de dollars, c'est-à-dire la moitié de la dette américaine, hein, je rappelle comme ça, juste comme ça, pour un 15 trillions de dollars. C'est pas le montant injecté, hein, ce sera plutôt la capitalisation boursière, je pense, du Bitcoin qui va exploser. Voilà, 15 trillions de dollars voilà, en termes de prix, d'explosion des prix prédits par Forbes, entre guillemets, et pas les économistes. Voilà. C'est pas 15 trillions de dollars qui sont injectés sur le Bitcoin, parce que là, je vous laisse même pas imaginer le délire. Là, on passerait à 800 000 dollars par token sur le Bitcoin, hein. Bon, voilà. Mais pourquoi pas? De toute façon, ce ne sera pas les États-Unis qui mettront 15 trillions de dollars, puisque déjà, ils ont 30 000 milliards de dollars de dette. Donc, ils ne pourront pas mettre cette somme-là. Mais pour vous dire au point où on en est là, c'est-à-dire quand je vous dis qu'il y avait un FOMO institutionnel, que bientôt il y aura un FOMO gouvernemental, c'est pas pour rien. Et la Russie d'ailleurs parle déjà de stratégique, enfin de réserve stratégique du Bitcoin également, ils sont en train d'y réfléchir. Donc là, ça rigole plus quoi, voilà, ça rigole plus du tout. Bon, donc c'est pour vous dire, hop, je continue toujours hein, sur le Bitcoin. Là, j'ai un tweet de Plan B. Donc là, il révèle tout simplement ses prédictions là pour 2024.
Et il se fie à ses prédictions du début d'année 2024. Vous savez, il avait fait un tweet en janvier 2022 où il expliquait voilà, le comportement donc, du Bitcoin pour l'année à venir, c'est-à-dire là en 2024. Et force est de constater qu'il avait raison sur toute la ligne, puisqu'il prévoyait en fait une augmentation des prix à partir du halving 2024. Alors ça s'est stabilisé, on a eu un vrai range de stabilisation des prix du Bitcoin pendant quelques mois après le halving quand même. Mais voilà, il disait donc un range entre 30 000 et 100 000. Bon, on a été large, hein, mais effectivement, on a été au milieu. On a eu un range autour de 60 000. Donc, il disait un pump après le halving. Bon, ça s'est eu lieu en fin d'année. Donc, au final, on voit qu'aujourd'hui, pour le 6 octobre 2022, en fait, il n'y a rien qu'à changer. Il est encore en adéquation avec ses prédictions, donc elles sont là. Et donc, il avait prévu également les 100 000 dollars en 2024, donc il s'est pas trompé. Et sa prochaine prédiction sur sa liste de choses qui se sont réalisées, hein, eh bien, c'est que le stock to flow, dans sa cible du stock to flow, c'est qu'en 2025, on aura un range en fait entre 250 000 et 1 million de dollars, c'est-à-dire avec une moyenne des prix de 500 000 dollars. Donc je rappelle, hein, je ne suis pas un conseiller financier, plan B non plus, hein, je vous précise, lui ce qu'il fait c'est se baser sur son modèle stock to flow. Après, c'est pas signe de vérité, c'est-à-dire qu'il s'est déjà trompé plan B dans le passé, faut le dire. Donc c'est pas parce qu'il dit qu'il fait une prédiction là en 2025 entre 250 000 et 1 million de dollars le jeton pour le Bitcoin que ça va arriver. Après, personnellement, je vous donne mon avis, je dis c'est possible. Donc moi personnellement, je vais pas attendre les 250 000 pour prendre des profits, hein, je vous le dis direct. Vraiment réfléchissez à une stratégie de sortie. Ne vous dites pas que le Bitcoin va atteindre les 500 000 dollars parce que ça se trouve, il les atteindra jamais là ce cycle. Il va rester peut-être à 150 000, 200 000 dollars. Et si vous attendez, eh ben, vous allez faire exploser au bear market. Vous perdrez tout ce que vous avez atteint, entre guillemets. Ce serait dommage. Donc pensez quand même à retirer des profits. Ne soyez pas trop, je pense, selon mon opinion, trop cupide, entre guillemets. Gentiment, quoi. Je vous dis ça. Je vous dis ça par expérience en fait, parce que durant le dernier cycle, moi j'ai fait cette erreur-là, je me suis dit le Bitcoin, je me suis fixé un prix à 100 000, j'ai rien vendu, et finalement il a jamais atteint les 100 000, donc j'ai rien vendu, donc après le bear market, j'ai eu mon portefeuille qui était monté assez haut quand même, qui est redescendu, hein. Bon, voilà, donc si vous pouvez éviter, vous, cette erreur-là, bah je serais content pour vous, entre guillemets, voilà. Donc, l'intérêt quand même de prendre ces chiffres avec des pincettes. Par contre, je trouve personnellement aussi que c'est possible. C'est-à-dire que là, c'est plus de l'ordre de l'illumination comme il y a quelques années, c'est que c'est possible parce que vous avez vu, on a une réserve stratégique du Bitcoin qui va arriver aux États-Unis. Après, ça reste quand même à faire hein, au niveau pratique, mais ils ont l'air déterminés quand même. On a le FOMO institutionnel, on a BlackRock, on a les ETF Bitcoin, enfin on a beaucoup de choses quand même, hein, les amis, pour dire qu'on va avoir un vrai choc entre la demande et l'offre de Bitcoin sur le marché. Donc une hausse des prix derrière. Allez, ce sera tout pour Bitcoin hein. Aujourd'hui. On a fait le tour. J'ai passé maintenant à VeChain, hein, bien évidemment, comme d'hab. Et notamment, ça y est, le détail de la nouvelle tokenomics du jeton VeChain et VTHO surtout pour une nouvelle génération au niveau du consensus. Vous voyez? Donc, je me suis permis d'utiliser ChatGPT pour vous faire le résumé en français. Regardez, ça c'est pas beau. Donc, du coup, on a optimisation de l'émission de VTHO. Donc, la production totale de VTHO sera réduite et redistribuée pour récompenser les participants actifs, améliorant ainsi la gestion de l'inflation et l'équilibre de l'offre. Donc, ça veut dire que je vous rappelle qu'actuellement, un VeChain produit 0,000, il me semble, 44 VTHO par jour. Donc, ce qui fait que, en fait, on a tous les jours une quantité énorme en fait, de VTHO qui sont produits. Et donc, c'est vrai qu'on a un système qui est au final, on a de plus en plus d'offres par rapport à la demande pour le VTHO. Donc, c'est ce qui rend effectivement l'écosystème, la tokenomique de VeChain un peu invalide aujourd'hui pour pouvoir faire vraiment grimper les prix du VeChain, entre guillemets, hein, du VeChain sainement, on va dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, hop, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire
donc la production de VTHO, mais en fait, ils vont supprimer, quelque part, si je comprends bien, les récompenses de VTHO pour les gens qui ne sont pas actifs, même s'ils ont du VChain, si je comprends bien. Voilà, après, ça reste à voir, hein. Mais si j'ai compris, ça veut dire que si vous n'êtes pas vraiment actif, si vous n'avez pas de nœud validateur, par exemple, eh bien, vous ne serez pas récompensé en VTHO et donc, il vous faudra acheter du VTHO pour assurer les frais de transaction. Donc là, c'est plus la même du tout. Alors qu'avant, même si vous aviez 15 VChain dans votre portefeuille, ça produisait du VTHO quand même. Et donc, vous n'aviez pas besoin d'acheter de VTHO pour assurer vos frais de transaction, puisqu'ils étaient tout à fait en autonomie, vous étiez producteur de VTHO, quoi, quel que soit le nombre. Voilà, donc ça, apparemment, c'est fini. Donc ça veut dire que c'est énorme, parce que ça veut dire que déjà, on va avoir moins de VTHO produits, forcément, mais surtout, eh bien, la majorité des gens, hein, devront acheter du VTHO pour pouvoir assurer leurs frais de transaction derrière. Donc on va avoir une vraie bascule en fait dans la tokenomics effectivement et dans même le dynamisme du VTHO. Ensuite, ben voilà, quand je parlais de dynamisme, vous voyez, le taux d'émission de VTHO deviendra dynamique. En fait, ce que je vous disais là, basé sur la quantité de VChain mis en jeu dans les nœuds économiques. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, vous voyez, c'est ça. Donc c'est confirmé, effectivement. Ensuite, nouveau modèle de distribution de VTHO, validateur, récompensé pour la production de blocs, la sécurisation du réseau. Donc ce seront eux qui toucheront en fait les VTHO. Il y aura aussi ceux qui sont propriétaires des nœuds X économiques, donc soutiennent la gouvernance et la stabilité économique, gagnant du VTHO pour leur contribution active, et les développeurs bénéficieront d'un fonds dédié au VTHO pour soutenir la croissance des applications et des utilisateurs. Donc voilà, en fait, ce seront vraiment les trois, ici, ce seront vraiment les trois catégories de personnes qui pourront vraiment gagner du VTHO en contrepartie de leur travail. Ce qui est quand même plus sain, je trouve effectivement que des gens soient récompensés pour leur activité sur l'écosystème. Ah, maintenant très intéressant. Maintenant très intéressant, on apprend une nouvelle chose là. C'est que vous savez, nous étions passés en Proof of Authority au niveau du consensus de VeChain 2.0 il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, on parle d'opportunités avec un POA, Proof of Authority, au niveau du consensus 3.0. Donc encore une évolution même du consensus de VeChain en fait. Donc introduction du Proof of Adoption cette fois. C'est-à-dire que c'est plus le Proof of Authority, maintenant on passerait au Proof of Adoption. Pour plus de décentralisation et de nouvelles opportunités de staking, délégation des validateurs, donc les nœuds économiques X, enfin économiques et X peuvent déléguer des fonds pour participer à la production de blocs, donc minés entre guillemets du VeChain, suppression des plafonds de staking et processus de sélection des validateurs plus équitable, nouveau niveau de nœuds économiques permettant une participation plus inclusive. Ok, donc mécanisme de frais dynamique. Ah, là aussi très intéressant. Donc inspiré de l'EIP 1559, les frais ajustés dynamiquement réduisent les congestions et garantissent des coûts prévisibles. Voilà. Et on finit sur une participation communautaire, donc la décentralisation à fond. Un vote communautaire validera ces changements et une feuille de route détaillée sera publiée prochainement pour aligner les objectifs avec l'adoption généralisée. Voilà. Donc c'est parfait. Donc l'objectif final en fait de ce changement de tokenomique du VTHO, hein, je rappelle, c'est de favoriser justement l'adoption de masse de l'écosystème VeChain en lien avec l'application VBetterDAO. Voilà. Donc autant vous dire que vraiment c'est bullish, hein, parce que là, alors c'est vrai que c'est dommage, on gagnera plus de VTHO gratuitement entre guillemets, mais par contre le VTHO aura plus de valeur, forcément, puisque là ils vont réduire la production totale, donc l'offre totale. La demande ne fait qu'augmenter, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de VTHO qui sont brûlés au fur et à mesure du temps. Donc on va vraiment retomber sur un système inflationniste, hein, clairement, pour le VTHO. Voilà. Bon, donc ça c'est pour la nouvelle. Ensuite, autre nouvelle, donc là de BYB, donc confirmé par VeChain, où on a une nouvelle DApp, tout simplement en lien avec le sport, comme on peut voir le dessin, qui va arriver sur l'application VBetterDAO. Vous voyez ici. Donc qu'est-ce qu'on imagine? On n'a pas trop d'informations.
Mais peu importe, on voit que ça y est, désormais, on a les applications du type Step to Earn. Là, vous savez, souvenez-vous de l'application. Vous achetez des baskets et quand vous courriez, enfin un NFT, et quand vous courriez avec l'application Step to Earn ouverte, entre guillemets, et ben vous gagnez des, hum, des, euh, des tokens du Step to Earn. Donc ça, c'était il y a quelques années, hein, c'était il y a 2 ans, 3 ans, avant que le jeu s'effondre, parce qu'il n'était pas viable au final fondamentalement. Mais là, on a le même principe, je pense, en lien avec le sport, pourquoi pas des pompes ou faire du yoga ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Mais ça y est, on retrouve ce même système dans un environnement bien plus sain au niveau économique et fondamentalement solide en fait. Donc là, ça commence à être du lourd parce que souvenez-vous de l'engouement quand même de Step to Earn. Enfin, c'était quand même un truc de fou. Les NFT, ils valaient je crois certains, sans vous dire des bêtises, ils valaient des centaines de milliers d'euros quoi. Voilà, l'engouement tellement été important. Donc si on commence à avoir ce genre d'apps qui arrivent sur la plateforme VBTRDAO, on va avoir ben, toutes les personnes qui étaient fans un peu de ce genre de système, ou même tous les coureurs qui font du sport, qui sont des millions de personnes hein, dans le monde, dans des milliards, eh bien pour rejoindre en fait l'écosystème VeChain sans le savoir à travers cette application. Donc c'est du lourd quand même ce qui se passe. Enfin, on se rend pas compte en fait. Là, je pense que VeChain est en train vraiment d'entrer dans un cadre très supérieur là. Ensuite, là, j'ai un tweet de Apollo, hein, toujours sur VeChain, je continue. Ça y est, je passe un petit peu dans le dur du sujet là, avec le RWA. Donc, le Real World Assets are booming. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau des mentions sociales, on voit que VeChain est en troisième position dans tout ce qui est la catégorie RWA. Comme vous pouvez le voir ici, devant Ondo, hein. Je note, enfin, vous notez, devant Ondo. Donc c'est quand même pas rien en sachant que Ondo c'est le projet RWA par excellence, backup par BlackRock notamment. Voilà. Mais le premier c'est Chainlink et c'est vrai que Chainlink c'est un très très bon projet là qui commence à avoir de plus en plus de partenariats gouvernementaux. Donc le number one RWA c'est Chainlink, euh, mais euh, ouais, moi je suis rentré dedans, hein, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Je vous ai dit, j'ai dit plusieurs fois que je voulais faire une vidéo sur le Chainlink. Mais je n'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Bon, mais en tout cas, si vous pouvez vous intéresser à Chainlink, vraiment allez-y parce que c'est le niveau RWA. Je pense que Chainlink, VeChain, Ondo, vous avez un petit peu le trio combo pour le RWA. Bon, allez, je continue. Là, toujours sur VeChain, hein, là, j'ai en fait, un tweet de April Strawberry qui fait référence en fait à un annonce de Boston Consulting Group et de VeChain notamment puisque là, en fait, Boston Consulting Group a partagé ses estimations, prédictions sur l'avenir, en fait, du réseau décentralisé quelque part, en lien avec donc la traçabilité, le green tech, la tokenisation, c'est-à-dire le RWA, et tout ce qui est programme, vous savez, de loyauté. Et donc ça, c'est l'application, en fait, VBTRDAO, hein, par excellence. Et donc, regardez, ils estiment que ça, c'est un marché qui, à l'avenir, va peser en fait au total dans les plus de 30 trillions de dollars, c'est-à-dire 30 000 milliards de dollars. Donc là, c'est l'équivalent en termes de poids de la dette américaine, hein, 30 000 milliards de dollars. Donc ça, ce serait un peu ce que représente en termes de cible le marché quelque part ciblé par VeChain sur un pan de ce qu'ils font, hein, parce que là, je rappelle que on parle pas de supply chain, on parle un peu de RWA, voilà, ici, et il y a le reste également, c'est tout ce qui est traçabilité. Voilà. Donc on ne parle pas de supply chain au niveau institutionnel, etc. On ne parle pas non plus de l'Internet of Things, que fait VeChain aussi très bien. Donc vous voyez le potentiel vraiment de VeChain sur ce cycle, et même pour les prochains cycles, c'est vraiment, je pense que ça va être impressionnant. Concernant les statistiques de VeChain, sachez que ça y est, on a atteint le chiffre symbolique des 4 500 000 adresses, un désormais portefeuille qui sont créés sur l'écosystème de VeChain, ce qui est, je rappelle, par rapport au cycle de 2020-2021, eh bien tout simplement, on représente 3 500 000 portefeuilles de plus. Voilà, pour donner un ordre de grandeur de l'adoption de VeChain au fur et à mesure du temps. Et enfin, je vais finir sur un dernier petit tweet, petite information sur VeChain pour finir en beauté.
C'est une prédiction. Alors, je précise, vraiment, c'est une prédiction. Voilà. C'est pas dire que ça va se dérouler, ça va se passer. C'est une prédiction de Bitwise et donc des analystes et des économistes de Bitwise. Donc, Bitwise, hein, je rappelle, hop, c'est, voilà, donc 69 000 followers. C'est le partenaire des investisseurs, des conseillers financiers. Voilà, donc c'est du lourd en termes de poids financier, en termes de prédiction d'analyse. Et donc, il prévoit en 2025 un marché du RWA estimé à 50 milliards de dollars. Nous sommes actuellement à un marché du RWA estimé à 12,5 milliards de dollars. Donc, il prévoit tout simplement, en fait, que le marché du RWA va faire un x5 en 2025, à peu près, hein, je vous l'arrondis. Et donc, logiquement, si le marché du RWA fait un x5, ça voudra dire que toutes les crypto-monnaies, parce qu'on parle de crypto, hein, on ne parle pas de chèvres derrière, donc crypto-monnaies feraient un x5. Donc, vous imaginez là les prix actuels, si on s'en tient sur ces prédictions, si ça se déroule comme ils le disent, à prendre avec des pincettes encore, hein, je rappelle, eh bien vous prenez les prix des jetons aujourd'hui de tout le marché des crypto-monnaies et vous faites un x5 derrière. Pas compliqué. Voilà. Il y a un ordre de grandeur du potentiel que va débloquer le Real World Asset en 2025. Et donc j'ai fait le calcul pour VeChain, ça ramènerait un prix aujourd'hui à 0,27 centimes, c'est-à-dire précisément quasiment l'ATH de 2020-21. C'est-à-dire 0,27 centimes d'euros. Assez marrant quand même. Comme quoi, comment c'est fait les choses. Bon. Mais à prendre au conditionnel, bien évidemment, je rappelle, hein. Voilà. Allez, je continue. Cette fois, j'ai passé à XRP. J'ai quelques nouvelles à vous mettre, à vous passer. Pas des moindres quand même, hein, puisque là, on a un tweet de Brad Garlinghouse, c'est-à-dire le PDG, le CEO, hein, de Ripple, hein, donc l'entreprise derrière le XRP. Ça y est, ils ont obtenu donc l'approbation du NYDFS pour le RLUSD. Donc c'est qu'une question de temps avant que le RLUSD soit désormais disponible sur les plateformes exchange. Il est partenaire en fait liste. Bon bref, voilà. Donc ça y est, le RLUSD va être live, hein, c'est qu'une question de temps, c'est qu'une formalité, mais ça va envoyer du lourd pour le XRP. Ensuite, autre nouvelle intéressante, c'est que ça y est, hein, on a vraiment un FOMO institutionnel en cours parce que même les médias comme CNBC sont en train de déclarer que finalement le XRP c'est le plus grand gagnant du trade de Trump pour les investisseurs. Voilà. Donc là, on a vraiment un signal que les médias commencent maintenant à s'intéresser à la crypto. Donc, bon, c'est aussi un mauvais signal, puisque quand les médias s'intéressent à la crypto, c'est que c'est quasiment le top. Donc, faut faire attention à ça, mais voilà. C'est pour vous dire un peu le délire actuel dans lequel on est quand même, quand on pense qu'il y a quelques années, tout ça, c'était pour les criminels et les bandits, quoi. Bon, allez, je vais passer aux actualités crypto plus générales. Il y a pas mal de choses à dire. Mais avant ça, j'ai quand même encore des articles sur le XRP, pardon, j'avais oublié. Donc là, j'ai un article de cointribune.com. Activité record des baleines XRP sur Binance, que prévoit-elle? Donc il faut savoir que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements sur le XRP. Donc c'est soit ça présage des mouvements haussiers, soit ça présage des mouvements baissiers. Peut-être une correction ou quelque chose comme ça, parce que les baleines peuvent vouloir vendre et prendre des profits. Donc c'est juste pour vous dire, là, faites attention, si vous détenez du XRP, il va y avoir de la volatilité en fait, peut-être dans les jours qui viennent à cause de ça. Bon. Mais après, ça peut vouloir dire vers le haut comme vers le bas, hein. Moi, je vous dis, j'ai pas la réponse. Je vous dis juste attention à vous, surveillez votre portefeuille, quoi. Ensuite, autre article cette fois, donc là je passe bien aux actualités crypto plus générales. Un article de cryptost.fr, MicroStrategy fait son entrée dans le Nasdaq 100. Donc grâce à l'importance hausse de son action tout au long de l'année 2024, MicroStrategy a maintenant intégré l'indice Nasdaq 100. Retour sur cette performance. Donc assez incroyable, hein. MicroStrategy, je rappelle, c'est l'entreprise qui a été fondée par Michael Saylor, donc la personne qui a conseillé aux actionnaires de Microsoft, eh bien d'acheter du Bitcoin en fait,
pour Microsoft en tant qu'entreprise, qu'ils n'ont pas fait. Et donc, vous voyez quand même que la stratégie Bitcoin, que je rappelle que MicroStrategy n'a fait qu'acheter du Bitcoin là sur les dernières années, que ce soit pendant le bull run ou le bear market. Eux, peu importe, leur objectif, c'est d'acheter le maximum de Bitcoin possible. Donc, on voit que leur stratégie a été payante, puis ils ont carrément fait exploser le plafond, et c'est une des entreprises, au final, américaines qui a été les plus performante, avec Nvidia par exemple, hein, sur l'année 2024. Bon. Donner un peu l'ordre de grandeur de où on en est quand on choisit du Bitcoin, quoi. Hop, allez, je continue toujours avec les actualités crypto plus générales. Donc là, toujours un article de cryptost.fr. La BNP Paribas, soutenue par la Banque de France, a réalisé des échanges d'actifs tokenisés sur la blockchain. Oh, c'est marrant. Ah, c'est marrant quand même, le RWA, ça y est. Donc on voit que les grosses banques, les gros institutionnels sont désormais en train d'expérimenter, de mettre en place en fait la blockchain pour leurs transactions, convaincus de l'intérêt de l'usage de la blockchain pour réaliser des opérations financières impliquant des actifs tokenisés, RWA en gros, hein. La BNP Paribas a expérimenté plusieurs solutions de règlement de gros avec le soutien de plusieurs banques centrales, dont la Banque de France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire. C'est une énormité en fait, ce qui est en train de se passer, mais on s'en rend pas compte. Donc là, ça veut dire qu'on a vraiment des trillions de dollars. Parce que si la BNP Paribas, je rappelle, la BNP Paribas, c'est une des banques too big to fail au niveau mondial. Donc si elle chute, si elle fait faillite, ça entraînerait, c'est tellement des gros montants qui sont brassés, qu'elle entraînerait en fait toutes les autres banques, même au niveau mondial. Donc si elle commence à mettre en place la blockchain et à tokeniser les actifs, c'est des trillions de dollars en fait qui vont être brassés tous les jours sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. Aussi simple que ça en fait. Bon, voilà. Allez, je continue. Donc toujours sur l'actualité crypto, hein, sur une nouvelle crypto intéressante et plutôt bonne. Hein. Faut avouer quand même que là les bonnes nouvelles, les amis, elles s'enchaînent. Hein. Faut avouer. Donc journalducoin.com, crypto et règlement Mika, Coinbase va délister l'USDT et d'autres stablecoins dès le 13 décembre. Alors ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'USDT, forcément. C'est une mauvaise nouvelle pour peut-être pour l'aspect décentralisation et l'aspect on peut plus faire vraiment ce qu'on veut, hein, que l'Europe est en train de s'en mêler avec les réglementations à la con, pardon, parce que c'est la seule chose que l'Europe sait faire, c'est réguler des choses. Voilà, je l'ai déjà dit la semaine dernière dans la dernière vidéo. C'est assez flagrant et assez dommage et assez énervant, frustrant peut-être de voir que l'Union européenne, ça, enfin, inutile quoi, inutile. Et donc, la bonne nouvelle malgré tout, c'est pour le RL-USD, forcément, parce que faut savoir que Ripple a donc des partenariats avec donc, des banques centrales. Je ne serais pas étonné que Ripple ait déjà un partenariat caché avec la Banque centrale européenne et que dans le cadre de la loi MiCA, eh bien, comme Ripple, c'est une des rares entreprises qui maintenant est à deux doigts d'avoir, avec son procès contre la SEC aux États-Unis, eh bien, comme il est bientôt fini, quoi qu'il arrive, il va y avoir un statut législatif légal pour Ripple, pour le XRP et donc pour le RLUSD, on imagine déjà. Peut-être que donc l'USDT va être dégagé en Union européenne et à la place, c'est le RLUSD qui va supplanter l'USDT. Oui, parce que ce sera le seul stablecoin peut-être légal enfin, ou utile ou accepté dans l'Union européenne. Voilà. Et donc, forcément, ce sera bon pour le XRP, puisque je rappelle qu'il y a une corrélation forte entre le RLUSD et le XRP. Donc, je vous laisse en tirer vos propres conclusions pour l'effet que ça fera sur le XRP, bien évidemment, derrière. Voilà. Allez, je continue encore pour un petit dernier article pour la route de cointribune.com. Crypto Le Salvador signe un accord stratégique avec l'Argentine. Donc, pendant que tout le monde se moquait du Salvador, hein, je rappelle, il y a 2 ans, 2-3 ans, quand le Salvador avait légalisé le Bitcoin hein, en tant que monnaie légale. Et bien maintenant, le Salvador en est à un point de donner des conseils et de signer des accords stratégiques
sur la blockchain, hein, parce que c'est précisément un accord sur la crypto-monnaie, la blockchain, avec d'autres pays. Donc là, on parle de l'Argentine, mais il faut savoir qu'il y a 25 autres pays qui seraient prêts à signer un accord stratégique sur la crypto avec le Salvador, pour que Salvador, en fait, puisse encadrer et conseiller justement la mise en place de choses liées à la blockchain au niveau gouvernemental. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire. Donc, quand je vous dis qu'on est dans un FOMO, en fait, institutionnel, donc c'est validé, hein. Le FOMO institutionnel, il est là, on l'a vu avec les ETF, et les chiffres des ETF qui sont flagrants, hein, on ne peut pas se tromper. Et maintenant, on est vraiment en train de rentrer dans un cadre de FOMO gouvernemental de plus en plus flagrant, qui pour l'instant, on est au stade de prémisse. Voilà, c'est un peu comme quand on était au stade des ETF Bitcoin qui n'étaient pas encore mis en place, mais on en parlait. On en parlait avec BlackRock, machin, on voyait venir le truc. Et ben là, c'est pareil, mais avec les États, les gouvernements. Voilà. Et là, vous notez quand même que nous, l'Union européenne, on n'est pas très bien lotis, puisque bien sûr, à part la réglementation MiCA, on n'a pas vraiment d'accord crypto avec qui que ce soit, hein. Donc, ça aussi, c'est à noter quand même, que nous, je vois bien qu'on sera en retard, hein, là-dessus, malgré notre réglementation MiCA, hein. Bon, voilà, donc ce sera tout pour la crypto, hein, les amis. Donc franchement, pour faire la petite conclusion de crypto, bah, je vous dis, on est vraiment bullish, quoi. C'est-à-dire, je peux pas vous dire mieux, hein, là, c'est du jamais vu, quoi, sur tous les niveaux. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite vraiment le mieux pour ce cycle, pour ce bull run. Pensez juste vraiment à caler votre stratégie de sortie parce qu'on ne saura pas. Il y a trop d'infos quand même qui permettraient d'imaginer le mieux et le pire pour la crypto-monnaie quand même au niveau des prix du Bitcoin, hein, du top du marché en 2025. Donc ne vous amusez pas à imaginer un Bitcoin à 500 000 parce qu'autant il n'atteindra jamais. Donc si vous ne vendez pas, vous allez faire exploser, quoi. Donc faites par palier, hein, évidemment. Comme ça, vous êtes tranquille. Allez, je continue cette fois sur les actualités économiques, politiques, hein, on va dire. Première information de Les Échos, Moody's dégrade d'un cran la note de la dette française. Première alerte pour François Bayrou. Marrant, je vous en parlais la semaine dernière. J'avais dit que la semaine dernière, on a vu un répit temporaire pour le gouvernement avec, voilà, la note, c'était Fitch. On était sur du AA-, et donc ils voulaient dégrader à un simple A. Donc là, c'est Moody's, hein, c'est pas la même agence de notation, mais on est quand même dans une démarche similaire, parce qu'il y a plusieurs agences de notation mondiales, hein, je vous rappelle. Et donc Moody's, par contre, a décidé de dégrader clairement la note de la France, donc c'est pas bon. Voilà. Clairement, vous dire que là, on est sur le début de la fin, hein, pour la France, puisqu'on je vois en plus, enfin, je veux pas critiquer, hein, voilà, c'est pas mon rôle. Mais quand je vois que François Bayrou qui a plus de casseroles aux fesses, je dirais que n'importe qui. Enfin, quand on voit qu'il est arrivé Premier ministre et la façon dont il est devenu Premier ministre, enfin, quand même, c'est que voilà, la France est tombée au fond du trou, quoi. On commence à creuser en fait le trou avec une pelle, rien qu'on être de plus en plus forte, quoi. Donc bientôt on va trouver du pétrole, hein, on va creuser bas. J'espère, ce sera peut-être la seule solution pour remonter. Mais bon, voilà, on en est. Donc c'est assez catastrophique. Donc bien évidemment, il y a déjà des effets, hein, de cette dégradation de l'argumentation de Moody's, c'est-à-dire la chute de l'euro par rapport au dollar, je vais vous montrer. Et voilà. Donc c'est le début, vraiment, je vous dis, c'est le début du mur là, qui s'affiche sur nous, là, qui se nous pend au nez. Je continue avec les nouvelles dans la même dégaine, hein. Donc la tribune.fr, l'Allemagne, 2025 devrait finalement être une année sans croissance. Parce que j'avais quand même, dans tout ce contexte, les économistes avaient prévu 1,1% de croissance pour 2025 en juin là, de 2024. Donc la Bundesbank, vous voyez, la Banque des banques, a dégradé ses perspectives à 0,2% ce vendredi. Donc c'est vraiment la fin d'haricot, quoi. C'est-à-dire l'Allemagne à 0%, mais c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Donc, c'est-à-dire que là, l'Allemagne est en train de couler, mais encore plus que nous, la France. Parce que eux, comme ils sont industrialisés, bah forcément, leurs industries prennent cher. Nous, la France, on n'a pas d'industrie, donc c'est pas compliqué. On peut pas être pire à ce niveau-là. Et enfin, dernier petit article. Ah non. Voilà.
Donc, bah, écoutez, maintenant, je vais passer à tout ce qui est, donc, par exemple, le CAC 40, on va passer au dollar, au cours de l'euro, au dollar, je vais vous montrer un petit peu tout ça, mais c'est pas brillant. Et regardez, par exemple, aujourd'hui, là, nous sommes en chute, hein, bah oui, forcément, avec les dernières annonces de l'agence de Moody's, sur 5 jours, on voit que le CAC 40, eh bien, il est en train de prendre cher, donc moins 0,87%. Sur un mois, allez, ça va, sur un mois, on avait repris du poids de la bête, souvenez-vous, à partir du 27 novembre jusque en décembre. Mais là, on voit qu'avec ce qui se passe au niveau de politique en France, on est en train de ressombrer. Voilà. Et donc, sur 6 mois, malheureusement, bah, écoutez, sur 6 mois, on est à moins 2,14%, alors qu'on devrait être à plus. Vous voyez les autres, par exemple, le S&P 500, hop, si je prends le S&P 500, lui, sur 6 mois, il a plus 10,56%. Sur un mois, il y a plus le S&P 500 plus 3%. Sur 5 jours, donc le S&P 500 a chuté, mais moins que nous, pour vous dire. Et sur un jour, hop, voilà, le S&P 500 a aussi chuté moins que nous. Bon. Donc, enfin, le S&P 500, je rappelle, hein, c'est l'indice marché américain. Et au niveau donc de l'euro par rapport au dollar, hein, comme d'habitude, je vous montre la courbe, c'est pas brillant non plus. C'est-à-dire que là, je vais prendre, hop, sur 6 mois, vous allez comprendre, voilà, sur 6 mois, vous voyez que l'euro ne fait que chuter par rapport au dollar. Et là, on avait une petite stabilisation là sur les quelques derniers jours, et on voit que, bon, malheureusement, c'est pas brillant, quoi. On est tous dans le rouge, hein. Sur la semaine, on a pu monter un petit peu, plus 0,11%. Mais sinon, vous voyez, on garde quand même une perte assez grande de moins 15,48% par rapport au dollar sur 10 ans. Une énormité, quoi, pour une monnaie. Voilà. Et enfin, le cours de l'or. Donc là, le cours de l'or, lui, c'est toujours range, en fait, est en train de ranger entre les 78 000 et 83 000 euros le kilogramme 24 carats. Comme vous voyez, puisque là, nous sommes, à l'heure où je vous fais la vidéo, hein, à 81 000 euros, 81 000 le kilogramme 24 carats. Voilà, comme vous pouvez voir ici, parce que après le week-end, en fait, les marchés s'arrêtent. Donc le prix est stabilisé, donc on verra demain que ça donne au niveau des prix sur l'or. Bref, voilà, donc ce sera tout, hein. Ce sera tout les amis pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like d'ailleurs pour soutenir la chaîne et à vous abonner, hein, si vous avez appris des choses. Là, vraiment, ça soutient la chaîne. Je vous remercie d'ailleurs, hein, du fond du cœur pour les commentaires, les likes. Ça fait plaisir et ça pousse toujours à continuer, hein, chaque semaine. Et puis sinon, bah, écoutez, gardez espoir, hein, parce que vous voyez bien que le pari au final a été gagnant pour les personnes qui ont mis leur bille dans les crypto-monnaies, enfin sur les plus grosses crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, sur l'or également, hein, parce que l'or a fait un 40% quand même en une année. Et voilà. Donc après, tout le reste, n'hésitez pas à mettre aussi dans le franc suisse, par exemple, pourquoi pas en monnaie fiat, parce que si l'Union européenne explose, et on n'est pas loin d'avoir la fin de l'Union européenne, là, telle qu'on la connaît, à cause de nous, la France, hein, les mauvais élèves, la lanterne rouge mondiale, comme dit Marc Toiti. Voilà, donc n'hésitez pas à voir ces vidéos parce qu'au niveau économique, elles sont vraiment parfaites, calées sur les chiffres et tout, pour comprendre. Mais voilà, en tout cas, sachez que il y a des solutions, puisqu'on le voit bien avec la crypto-monnaie, mais surtout l'or, l'argent, eh bien, ça permet de diversifier par rapport au shitcoin que devient l'euro, hein, même les monnaies fiat en général. Bon. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, c'est une très belle semaine, et puis voilà, gardez le moral, le mental, puisque vous voyez, il y a des solutions, et que les solutions, si vous avez prises là ou que vous les prenez maintenant sur l'or, le Bitcoin ou la crypto-monnaie ou autre, eh bien, vous voyez que si l'euro s'effondre demain, ça permettra d'avoir quand même quelque chose qui ne se fait pas exploser. Bon, voilà. Allez, je vous dis la bise, ciao, à bientôt.